Du coup, je vais vous présenter un talk sur la mécanosynthèse, qui est une voie de synthèse en chimie verte que j'ai pu découvrir lors de mon stage en laboratoire de chimie organique. Du coup, là, ça se composera d'une introduction, de la principe de la mécanosynthèse, l'exemple de l'utilisation de la mécanosynthèse sur l'ouverture d'une lactone, et enfin, une contrainte. Du coup, comme je viens de le dire, la mécanosynthèse s'inscrit dans une démarche de chimie verte, mais qu'est-ce donc la chimie verte? Donc la chimie verte a été lancée dans les années 90, mais le terme et le concept sont vraiment apparus en 1998 par deux chimistes américains, Paul Anastase et John Warner, appartenant à l'EPA, United Environmental Protection Agency. Donc le concept de chimie verte est une philosophie en soi qui encourage la conception de produits et de processus qui encouragent la diminution de l'utilisation de solvants dangereux et toxiques pour l'environnement et à développer de nouvelles voies de synthèse plus propres et respectueuses de l'environnement. La chimie verte s'applique aussi bien en chimie organique qu'en biochimie. Donc, bien que la chimie verte semble se concentrer principalement sur les pratiques industrielles, elle peut s'appliquer à diverses applications. L'objectif étant de minimiser au mieux le danger d'augmenter considérablement l'efficacité de certaines pratiques chimiques. Elle se distingue donc de l'écologie, pour laquelle les objectifs sont axés sur les phénomènes chimiques de l'environnement. La chimie verte, il faut savoir qu'elle repose sur 12 points clés, donc j'ai voulu les citer. Ça, c'est bon. Donc prévention, il vaut mieux produire moins de déchets qu'investir dans l'assaisonnement et l'élimination des déchets. Économie d'atomes, les synthèses doivent être conçues dans le but de maximiser l'incorporation des matériaux utilisés au cours du procédé. Lorsque c'est possible, les méthodes de synthèse doivent être conçues pour utiliser et créer des substances faiblement ou non toxiques pour les humains et sans conséquence sur l'environnement. Les produits chimiques doivent être conçus de manière à remplir leur fonction primaire tout en minimisant leur toxicité. Lorsque c'est possible, supprimer l'utilisation de substances auxiliaires ou l'utilisation de substances nocives. Les besoins énergétiques des procédés chimiques ou des répercussions sur l'économie et l'environnement dont il faut tenir compte et qu'il faut minimiser. Lorsque la technologie et les moyens le permettent, les matières premières utilisées doivent être renouvelables plutôt que non renouvelables. Lorsque c'est possible, toute déviation inutile du schéma de synthèse doit être réduite ou éliminée. Les réactifs catalytiques sont plus efficaces que les réactifs stoichiométriques. Les produits chimiques doivent être conçus de façon à pouvoir se dissocier en produits de dégradation non nocives à la fin de leur durée d'utilisation. Des méthodologies analytiques doivent être élaborées afin de permettre une surveillance et un contrôle en temps réel et en cours de production. Et les substances et la forme des substances utilisées dans un produit chimique devraient être choisies de façon à limiter les risques d'accidents chimiques, incluant les rejets, explosions et ainsi de suite. Donc la chimie verte connaît un réel essor depuis quelques années. On peut le voir dans la publication où ça augmente de façon exponentielle et on voit émerger de nouvelles voies de synthèse comme je vous explique aujourd'hui la mécanosynthèse. Donc la mécanosynthèse est principalement utilisée en chimie organique pour la synthèse de molécules. Je vais vous donner un exemple avec une condition qu'on peut avoir en labo avec l'ouverture d'une lactone par action d'amine primaire. Du coup, le principe de la mécanochimie. Donc la mécanochimie est une branche de la chimie qui étudie le comportement chimique et des réactifs, l'effet d'une action mécanique. Donc, vous verrez après, j'ai des photos où on voit comment ça se passe. Donc la mécanosynthèse, quant à elle, a été normalisée en définition en 2009 par l'UPAC, qui est l'International Union of Pure and Applied Chemistry. Donc la mécanosynthèse est donc une nouvelle voie de synthèse qui connaît un réel essor depuis les années 80 où elle est apparue en chimie organique. Et contrairement à la voie classique, c'est une synthèse qui nécessite l'utilisation d'aucun solvant, donc qui s'inscrit clairement dans une démarche de chimie. Donc elle respecte 3 points sur les 12 points de la chimie verte. Donc le point 1, donc la prévention de la pollution à la source en évitant la production des résidus. Le point 5, la recherche d'alternatives aux solvants polluants aux auxiliaires de synthèse. Enfin, le point 12, le développement d'une chimie fondamentale plus sûre pour prévenir les accidents, explosions, incendies, émissions de composés dangereux. Donc il faut savoir que le rôle d'un solvant dans une réaction chimique, qu'il soit chimiquement inerte ou actif, c'est de rendre le milieu réactionnel homogène afin soit de participer à la réaction chimique par interaction. La mécanochimie est donc une voie de synthèse qui nécessite l'utilisation d'aucun solvant. Vous verrez par la suite.
Donc c'est une technique plus propre et plus efficace par rapport à la voie classique. Pour faire le comparatif avec les réactions qu'on peut réaliser en voie classique, une réaction en mécanosynthèse où on n'utilise aucun solvant et une voie classique où on utilise des solvants et en chauffant, on a une différence de plusieurs heures pour avoir le même produit et le même rendement. On peut passer d'1 heure à 8 heures de réaction pour avoir le même rendement. Donc la synthèse par mécanosynthèse se passe dans un broyeur et donc c'est plus efficace et plus propre. Voilà. Et donc on connaît un réel essor dans la chimie organique, donc on peut le voir l'évolution des situations dans les publications avec le Scopus, donc depuis les années 2000 où ça augmente de façon exponentielle. On a eu un pic en 1997 et depuis en 2020 on avait 691 qui reprend la définition de la mécanosynthèse. Du coup, pour réaliser la mécanosynthèse, on a différents types de broyeurs. Donc, on a les broyeurs à type planétaire et les broyeurs à type vibrationnel. Donc, on a pour le broyeur, on a le 400 RH, le Spex 8000, le planétaire 100 Wedge ou encore le planétaire pulvérisé 7 PL Fitch. Donc du coup le PSL7, un des deux que j'ai pu voir en labo, fonctionne de cette manière-là. Du coup on a deux bols, ils vont tourner dans un sens, et du coup le plateau sur lequel il est, ils vont tourner dans l'autre sens. Du coup on a vraiment un mouvement planétaire sur le bol, les billes et le plateau qui reçoit les plots de réaction. Et quant au Spex, lui fonctionne en mode vibrationnel, donc du coup on a l'enceinte mise comme ça, et ça va faire un bit en vibrant, et du coup les billes vont pouvoir s'entrechoquer pour favoriser la réaction. Voilà. Du coup, en plus du choix du broyeur, les chimistes ont à leur disposition plusieurs types de billes et de bols de broyage, donc différents types de matériaux. Donc on peut citer les bols en agate, en oxyde de zirconium, en téflon, il en existe plein d'autres. Et le choix du matériau du bol et des billes va se faire par rapport au produit qu'on utilise, puisqu'un produit va abraser notre matériau, va plutôt favoriser un matériau résistant face au produit pour éviter de dégrader rapidement le bol, puisqu'un bol de réaction coûte assez cher selon le matériau. L'oxyde de zirconium est un des plus chers. Donc on a deux théories d'utilisation sur la mécanosynthèse, donc celle des points chauds ou microfusion. Donc la synthèse se fait à l'intérieur du bol, mais les théories disent que soit on pense que lorsque la bille est en mouvement, elle va venir taper la paroi du bol, et où il y aura des substances, et avec l'énergie qu'elle a emmagasinée, elle libère de la chaleur, et puis on utilise beaucoup de poudre en mécanosynthèse, ça va faire fondre la poudre, et du coup les deux poudres qui restent dedans vont se rencontrer pour faire de la fusion, et du coup créer un produit de réaction. Donc, voilà. Du coup, comme je vous disais, en mécanosynthèse, on n'utilise pas de solvant, mais en soi, on utilise quand même un auxiliaire de réaction pour éviter la glissade dans le bol, puisque c'est que des poudres, souvent des finissent en forme de pâte, et c'est embêtant. Donc, du coup, ils ont le choix soit d'utiliser des solides inertes, de type SiO2, L2O2, NaCl, ou encore liquide. Lorsqu'on parle d'un liquide, on ne parle pas de solvant, puisqu'on va être sur des valeurs, on va appeler ça un lag, donc liquide agent bonding, donc le volume de ce lag est très faible, puisqu'on le voit, il est entre 0 et 2 microlitres par milligramme. Donc c'est vraiment très peu par rapport à des voies classiques du type de chimie. Donc cette technique, la mécanosynthèse que je viens de vous expliquer, permet de réelle synthèse en chimie organique, et notamment je vous en explique une qui est l'ouverture d'une lactone. Donc l'exemple d'ouverture de lactone ici va se concentrer sur la molécule 2-HBO, dont le nom est le suivant, S-gamma-hydroxyl-méthyle-alpha-bêta-butyrolactone. Donc on résume en 2-HBO parce que c'est beaucoup plus simple en écrit. Et donc la réaction que je vous présenterai ici sera avec l'amine l'octadécylamine, donc c'est-à-dire une chaîne carbonique contenant 18 carbones avec une amine primaire NH2.
Donc le protocole permettant l'ouverture lors de la mécanosynthèse est le suivant. Donc on prend un équivalent de HBeO, on va mettre un équivalent de tamine. On va passer dans un broyeur, donc moi j'avais utilisé l'oxyde de zirconium de 5 mm. On met le bol, on met nos poudres, on ferme. On va mettre sous argon, parce qu'on est sous atmosphère inerte pour éviter l'oxydation à clair. On le place dans le broyeur et on lance à 400 rotations par minute pendant 8 cycles de 5 minutes avec un cycle d'une minute de pause entre les deux. A savoir que pendant ces 8 cycles, ils vont tourner dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire pour vraiment favoriser l'homogénéisation de la solution. Donc une fois que ces 8 cycles sont passés, on va faire une CCM pour s'assurer que notre produit attendu à l'intérieur de cette réaction soit bien présent dans notre milieu. Une fois que la CCM a révélé que notre produit est bien présent, on va ajouter du coup le complexe pyridine trioxyde de soufre à 4 équivalents et du coup en lag on va mettre 0,6 microlitres par milligramme d'ACOPT, je sais plus, anhydre. Donc du coup le tout est remis pendant 16 cycles à 400 RPM, toujours avec un cycle 10 minutes de pause. Et une fois qu'on a récupéré notre produit après ces 400 cycles, on va le quencher à l'aide de NaHCO3. Et puis en plus, ensuite, on remet à 3 minutes, 3 cycles de 3 minutes pour finaliser la réaction. Et ensuite, le produit est purifié sur une colonne flash sur phase inverse, c'est dit en disant NH2 méthylo2 comme élan. Ah oui, j'ai oublié, j'ai mis les photos. Et donc les photos. Voilà, donc le problème, on va expliquer. Donc du coup, ça, c'est ce qu'on utilise en mécanochimie. Donc c'est vraiment des toutes petites cocottes minutes, c'est vraiment tout petit. Donc on met nos produits, on met nos billes, on met ce savon, et du coup, ça, c'est avant le quenchage, quand on va arriver avec le CCM, on n'a que de la poudre. Donc après, on va remettre notre complexe de pyridine, on va relancer en action, et à la fin, on va obtenir une espèce de pâte qui est le produit final. Et donc du coup, pourquoi on quench ici avec NaHCO3, c'est pour éviter que le contre-ion SO3-, qui est un sel de pyridine et qui est toxique pour l'homme, pour éviter qu'il ait des effets par la suite quand on va traiter le produit. Et alors, vu qu'on cherche des tensioactifs biosourcés et non toxiques, on va le quencher pour obtenir une toxicité. Donc ici, le lait qui est anhydre, il permet une meilleure rencontre entre les réactifs et donne une meilleure réactivité entre eux. Il permet une meilleure rencontre entre les réactifs et donc un meilleur rendement par la suite, puisqu'on va chercher le meilleur rendement pour éviter de consommer le moins d'énergie possible. Donc du coup, l'ouverture de cette lactone va permettre de synthétiser un tensioactif. Et donc on peut rencontrer aussi le souci que lorsqu'on va rincer notre produit avec de l'eau, puisqu'on dit de l'eau rincée dans le laboratoire, un tensioactif, quand tu le mets dans l'eau et qu'on secoue pour rincer, le souci c'est que ça mousse. Du coup, c'est un peu embêtant pour un chimiste quand il doit récupérer beaucoup de produits rincés à l'eau et que ça mousse. Du coup, il va rincer avec le minimum d'eau, il faut faire évaporer cette eau. Il ne peut pas passer sur l'évaporateur rotatif parce que l'eau va mousser et va partir avec le produit. Il va le faire évaporer sous air comprimé pendant plusieurs heures pour éliminer le maximum d'eau pour avoir que le produit pur à la fin. Et du coup, une fois qu'on a obtenu notre produit, on va l'analyser par l'ARMN, la spectro-UV, l'infrarouge, température de fusion et un groupe électrolytique. Donc voilà ce qu'on fait grâce à la mécanosynthèse. Donc, comme je viens de vous dire, la mécanosynthèse est en plein essor depuis quelques années, alors qu'on est à un essor mais monstrueux en chimie organique, puisque les chimistes cherchent des voies de synthèse, et la mécanosynthèse leur permet cette voie très propre et rapide par rapport à la voie classique, où on peut utiliser souvent non toxique, mais c'est un gain de temps énorme pour les chimistes. Et aussi, elle se développe de plus en plus. Du coup, elle est inscrite dans une démarche de chimie vu l'utilisation de solvants non toxiques ou sans utilisation de solvants non toxiques. Et enfin la mécanochimie intéresse de plus en plus les industriels parce qu'ils ont compris l'intérêt de faire des molécules à moindre coût et plus rapide. Du coup, eux, ils vont passer plus sur les petites cocottes planétiformes, mais sur des gros boyaux avec plein de billes où ils mettront plus de quantité et ils vont ressortir une plus grande quantité de molécules recherchées.
Voilà.